Et les 14 heures, on va commencer. Bonjour à tous, je suis Florian Mathès, responsable produit ServiceNav. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés du produit ServiceNav dans les dernières versions, qui sont les versions 4.5, 4.6 et 4.7 qui a été déployée sur notre plateforme SaaS la semaine dernière. On va garder, pour les personnes qui participent régulièrement, on va garder le format habituel, c'est-à-dire une présentation d'environ une quinzaine de minutes de mon côté. Et ensuite, on pourra garder un temps d'échange pour poser les questions, éclaircir un certain nombre de points, soit par écrit, soit en micro. Je vais commencer par vous parler de la gestion des étiquettes. Les étiquettes sont présentes dans le produit au niveau des équipements depuis un grand nombre de versions maintenant. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui les utilisent déjà. Elles ont l'avantage d'être très souples, puisque comme leur nom l'indique, elles peuvent être totalement personnalisées. C'est vraiment le principe de base des étiquettes. Vous allez pouvoir définir votre catégorisation, vous allez pouvoir ensuite l'affecter à différents équipements et vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien dans des filtres d'exploitation technique que dans des filtres de dashboard ou de rapport. On a voulu apporter davantage de valeur à cette notion d'étiquette donc déjà existante dans l'application. Et la première chose qu'on a fait, c'est l'étendre pour les services utilisateurs. Donc les services utilisateurs, petit rappel aussi, si on a des clients tout neufs dans la présentation. Donc les services utilisateurs qui permettent d'agréger un certain nombre d'éléments mis en supervision, que ce soit des équipements, des services unitaires ou d'autres services utilisateurs, et de construire ce qu'on appelle des météos des services, qui vont nous permettre d'avoir une vue très synthétique, par exemple d'une application, d'un service rendu, et d'identifier rapidement une route cause en cas de problème, et de communiquer également auprès des utilisateurs un statut non technique, donc très unifié. Donc ces services utilisateurs, ils sont de plus en plus utilisés dans l'application, ça fait partie des fonctionnalités clés qu'on met énormément en avant, et on avait parfois des difficultés pour les catégoriser, pour faire une recherche ordonnée, puisqu'on peut en avoir énormément à l'écran. Donc on a souhaité introduire également les étiquettes pour ces services utilisateurs. L'intérêt, c'est que les étiquettes déjà définies, la table reste la même, donc vous pouvez utiliser les étiquettes actuelles et les affecter sur des services utilisateurs. C'est exactement les mêmes que celles des équipements, ce qui permet d'avoir une cohérence. Et en fonction du type d'organisation, on voit ici que sur la capture d'écran en exemple, on a une organisation plutôt en contrat. On va dire une étiquette pour le hors contrat, une étiquette pour le contrat premium, ce qui permet de prioriser un certain nombre d'actions dans les vues techniques. On peut avoir aussi bien des étiquettes pour des gammes de produits, on peut avoir des étiquettes pour des environnements de prod et des étiquettes pour des environnements de test, pré-prod, développement. Il y a énormément de déclinaisons possibles en fonction des cas d'usage. On a presque autant de cas d'usage que ce qu'il y a d'utilisateurs d'étiquettes. Ah, vous ne m'entendez pas. Alors, vous ne m'entendez pas bien ou vous ne m'entendez pas du tout? Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si certains d'entre vous m'entendent bien? Si c'est le cas, c'est les personnes qui ne m'entendent pas. Bon, si tout le monde entend très bien, la personne qui m'a dit « je ne vous entends pas », je vous laisse vérifier la connexion ou la connectivité chez vous. Parce qu'a priori, c'est bon pour les autres. Je vais continuer. Donc, étiquette au niveau des services utilisateurs, voilà, pas de problème. Tant mieux si c'est bon pour vous, on continue. Donc, service utilisateur, on a également mis en place les étiquettes pour les clients infogérés. Là, on est sur un cas d'usage encore complémentaire. Donc là, je m'adresse particulièrement à nos clients revendeurs, à nos MSP, qui vont gérer des parcs pour un certain nombre de clients qui vont infogérer. Et ces clients-là peuvent avoir une c'est même pas peuvent avoir, c'est bon la plupart. Une organisation particulière. Et cette organisation particulière n'est pas toujours retranscrite dans votre gestion d'étiquette, puisqu'au niveau MSP, vous allez avoir votre façon d'organiser l'information, votre façon de catégoriser sur le suivi du parc. Et il peut être intéressant dans certains cas d'utiliser également les étiquettes propres à chaque client, qui eux vont avoir leur propre découpage. Actuellement, ce n'était pas possible de définir des étiquettes au niveau du client infogéré. On avait forcément, en tant qu'MSP,
une action sur l'intégralité de nos clients avec les étiquettes définies à un autre niveau, ce qui pouvait être limitant. Et c'est ce qu'on a amené avec cette gestion d'étiquettes client infogéré, c'est la possibilité de surcharger les étiquettes à un niveau client, donc plus bas, de manière à pouvoir catégoriser, que ce soit pareil dans les dashboards, dans les vues techniques ou encore dans les rapports. Donc on a vraiment voulu donner un coup de boost sur cette gestion des étiquettes qui était quelque chose, comme je l'ai dit, d'historique dans le produit, mais qui est utilisé et qui gagnait à s'enrichir fonctionnellement. Je vais maintenant vous parler de la supervision Azure et AWS. Donc pareil, hein, là on est vraiment sur des besoins très forts, très croissants, tout ceci bien de la part de nos clients que vis-à-vis du marché, qui est de développer notre offre de supervision autour des fournisseurs de cloud public. Donc que ce soit du Azure ou du AWS, l'idée ici était de dire on a une richesse énorme qui peut être d'objets pouvant être supervisés au niveau de ces services de cloud. Sur la partie IaaS, globalement, on a une approche qui est similaire à ce qu'on pourrait faire sur du VMware ou d'autres outils de ce type, puisque finalement, on va surveiller la VM, on va surveiller des points de contrôle assez classiques sur ces VM. Ce qui nous manquait principalement, et c'est tout l'objet de cette évolution, c'est des points de contrôle sur les objets PaaS. Donc là, on sort de la gestion classique VM, point de contrôle sur VM. On va s'adresser directement à des objets, que ce soit sur le PaaS Azure ou AWS, à l'aide de deux modèles de services qui sont relativement génériques puisqu'ils vont pouvoir eux-mêmes interroger un nombre très important de métriques mises à disposition par les fournisseurs cloud. Donc, à partir de ces modèles de services, vous allez pouvoir construire des modèles d'équipement et une supervision très solide d'un ensemble d'objets PaaS qui correspondent à votre architecture Azure ou AWS, ce qui n'était pas possible avant puisqu'on se limitait vraiment à une surveillance de serveurs et de points de contrôle sur ces serveurs. L'intérêt, c'est d'avoir une vue agrégée, puisqu'on pourrait nous dire, oui, mais les consoles Azure et AWS supervisent déjà ces métriques, le font de manière très précise, parce qu'elles sont spécialisées. Oui, mais vous avez d'un côté des consoles Azure AWS, vous allez avoir d'un autre côté peut-être des serveurs physiques ou des VM gérés en IaaS, et vous allez avoir d'un autre côté un certain nombre d'équipements qui sont directement en interne. Donc vous allez avoir cette organisation très hétérogène, et l'intérêt d'amener ces contrôles-là dans la supervision, c'est d'avoir, et c'est loin d'être négligeable, une vue agrégée et unifiée de ces métriques. On aura donc la démarche suivante en cas de problème. Si une métrique remonte avec un modèle de service passe, par exemple, sur Azure et soulève des problèmes, dans certains cas, on peut avoir besoin d'investiguer beaucoup plus en détail et d'aller dans le détail. Et donc là, on va aller directement sur les consoles, Azure ou AWS, pour identifier des routes causes précises et éventuellement prendre des actions correctives. Donc, on ne vient pas se mettre en opposition à ces consoles-là, on vient se mettre en complément et on va fournir une vue agrégée associée à la politique de notification, à la richesse des services utilisateurs dont on a parlé juste avant, qui sont propres à ServiceNow. On a des documentations très complètes et un article de blog qui a été fait également sur le sujet d'Azure en particulier, que vous pourrez retrouver sur notre site. Je vous encourage à le parcourir si vous êtes concerné, si vous êtes utilisateur de ces plateformes, qui peut être très intéressant. On a une document complète sur AWS qui est en train d'arriver également. Donc un exemple de mise en supervision, on voit ici avec un DataVis. Clairement, là, on est sur du PaaS. On ne va pas avoir de notion de serveur. On va avoir sur la gauche une notion d'objet. Donc c'est un petit peu petit, je le vois sur la capture d'écran. On va avoir un certain nombre d'objets qui vont être supervisés en mode PaaS. Donc on va directement s'adresser à ces objets. On va les représenter sur un dashboard de type map qui va être placé en tant que widget. Et sur la droite, on va représenter derrière notre firewall nos serveurs plus classiques, donc sur notre LAN. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir une vue unifiée d'une part de notre environnement PaaS et de d'autre part d'un environnement par exemple IaaS ou interne. Et ça va être tout l'intérêt de cette approche, associée à des métriques beaucoup plus ciblées. On va parler maintenant des évolutions DataVis. Donc, on a apporté au fil des dernières versions quelques évolutions également sur le DataVis qui ont toujours pour but d'améliorer les fonctionnalités, d'apporter plus de richesse à l'outil. La première, c'est le widget jauge, donc, que vous connaissez pour la plupart. Le widget jauge, en mode synthèse, affiche la valeur d'une métrique
et cette valeur change de couleur en fonction de son statut. Donc en cas de dépassement de seuil, elle va passer en orange, en rouge en fonction du statut. Jusqu'à maintenant, la jauge en mode synthèse affichait un texte qui était relativement petit, ce qui pouvait rendre compliqué la lisibilité dans des configurations de widget où le widget est très petit, où on en a beaucoup à l'écran. On lisait même plus la valeur de la métrique en fait. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé l'affichage et le contenu va s'adapter en fonction de la taille de la fenêtre. C'est ce qu'on voit ici, ce qui va nous permettre d'avoir des dashboards très compacts avec énormément de widgets, beaucoup de métriques affichées et qui prennent un minimum de place. On a apporté une autre évolution aussi, toujours dans cet usage grandissant du data viz, qui est de dire désormais, on pouvait déjà définir un certain nombre de dashboards comme étant favoris. On pouvait définir également un dashboard comme étant par défaut. Et on a amené un filtre, donc le filtre favori par défaut, qui permet de filtrer la liste des dashboards uniquement sur ceux étant définis comme favoris ou par défaut. Il y a deux intérêts à ça. Le premier, c'est pour l'utilisateur d'être moins pollué par une liste de dashboards, de retrouver facilement ceux qui l'intéressent. Et le deuxième intérêt, c'est dans le cadre du défilement automatique dont j'avais parlé au précédent webinaire, qui nous permet de passer d'un dashboard à l'autre avec un intervalle de temps configuré et sa boucle. L'intérêt, c'est que ce défilement automatique, en activant ce filtre, ne va s'appuyer que sur ce filtre. Donc, on va pouvoir paramétrer un défilement automatique sur une sélection de dashboards et non plus sur l'ensemble des dashboards définis au niveau de la société. Ce qui peut être beaucoup plus pertinent, puisque ça, bien sûr, c'est personnalisable par utilisateur. Donc, ce qui peut être beaucoup plus pertinent si on veut, pour un certain service, n'afficher en défilement, par exemple, sur une télé, qu'un certain nombre de dashboards. Toujours dans les évolutions DataViz, donc on va parler du widget Analyse Réseau, donc un nouveau widget, Analyse Réseau Top List. Vous allez avoir un webinaire qui va être dédié à ces usages-là, ça ne va pas m'empêcher d'en parler aujourd'hui, mais qui va aller beaucoup plus loin, qui va être fait par un de nos consultants experts sur la question, et qui va vraiment aller dans la configuration du Top List pour la mise en pratique, la mise en production. Je vais déjà vous présenter la fonctionnalité, le widget surtout qui porte cette fonctionnalité, et quel intérêt on peut y trouver. Donc l'intérêt du top list, clairement, là, on est sur l'analyse réseau. L'intérêt de ce widget et du modèle de service qu'il y a derrière, c'est la détection de goulots d'étranglement. On va analyser des flux réseau et on va définir quels sont les flux les plus consommateurs, quels sont les IP qui consomment le plus également, les protocoles. Donc on va avoir différentes déclinaisons pour identifier ces goulots d'étranglement. Le widget analyse réseau, il va se présenter de la manière suivante. Donc, on va avoir deux vues possibles. La première vue, ça va être une vue de type camembert, on peut même dire do not, parce qu'on a un petit peu de place sur le centre, qui va nous permettre donc d'afficher, de masquer en fonction de nos choix de navigation les différents éléments et le pourcentage représenté. Donc, sur le premier, par exemple, on est sur du top talkers, donc ça va concerner des IP. On va analyser quels sont les IP qui consomment le plus de bandes passantes par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. Le deuxième, ça va se baser sur des connexions et le troisième, sur des protocoles. On voit que sur les protocoles, on va avoir directement des numéros de port et que lorsque les ports sont connus, on ne le voit pas sur la capture d'écran ici, mais on va avoir une reconnaissance du port qui va nous permettre d'afficher, par exemple, HTTP à la place de 80. Une autre vue du widget Analyse réseau va être la vue en liste qu'on voit juste en dessous. Donc, c'est le même widget, mais qui va nous permettre d'afficher les informations vraiment sur une liste de top et non plus sur une représentation graphique. Donc, la liste prend un petit peu plus de place, mais synthétise les informations avec une lisibilité qui est différente, qui est beaucoup plus tabulaire. On va avoir la possibilité donc de parcourir cette liste et d'identifier à gauche la position, ce qu'on n'avait pas forcément directement sur la vue do not, même si c'était classé, hein, mais ce n'était pas forcément aussi textuel. L'intérêt de la vue do not va permettre d'avoir beaucoup moins de place à l'écran. L'intérêt de la vue liste amène de la lisibilité de l'ensemble des informations sans avoir à passer la souris dessus. Donc, c'est des usages un petit peu différents et complémentaires. Depuis ce widget, on a toujours la possibilité d'atteindre la fiche détail du point de contrôle, ce qui va nous permettre de rafficher cette liste-là dans le détail, de relancer un contrôle si nécessaire et d'accéder aux différentes informations classiques de tout modèle de service, de tout point de contrôle. Donc, c'est un widget qu'on va retrouver dans la bibliothèque des widgets à gauche et qui est également, si vous le souhaitez le mettre en place, qui est également documenté au sein de la bibliothèque des widgets directement sur notre site web. Un article a également été fait
sur le blog, j'en profite, parce qu'on l'a sorti en même temps que la release note, un article a été fait sur ces usages top list, sur la pertinence, dans quel cas ils peuvent être intéressants. C'est une excellente introduction au webinaire qui aura lieu en janvier sur le sujet. Donc, je vous encourage à jeter un œil si c'est une thématique qui peut vous apporter de la valeur dans vos besoins en termes de supervision réseau. Ça peut être pertinent de jeter un œil sur cet article de blog et de prévoir le webinaire en janvier sur lequel une communication sera faite en amont, comme pour celui-ci, qui traitera exclusivement de cette thématique-là. Un point sur les autres améliorations de ces dernières versions. Donc tout d'abord, un nouveau modèle d'action. Les modèles d'action, je vais rafraîchir un petit peu la mémoire, peut-être que certains ne les utilisent pas. Donc c'est la possibilité d'avoir des automatismes en cas de changement de statut d'un équipement ou d'un service qui vont effectuer une action. Comme son nom l'indique, c'est un automatisme. Donc ils veulent l'exécuter de manière automatique, que ce soit le redémarrage d'un service, l'exécution d'un script, par exemple, sur l'équipement cible. On a introduit un nouveau modèle d'action qui est le call URL service et qui va permettre d'appeler une URL de web service. J'ai mis un exemple ici qui est totalement non exhaustif puisque l'intérêt de ce modèle d'action, c'est qu'il est extrêmement générique. On va pouvoir appeler l'URL du web service et ensuite, en fonction du web service qu'on appelle, on peut avoir un nombre incalculable d'actions qui vont être automatisées. Un exemple concret en place chez un de nos clients qui est utilisé avec ce modèle d'action, c'est en cas de passage en critique du service, l'URL du web service appelle en fait un outil d'orchestration et cet outil-là va traiter l'alerte courante et déclencher un certain nombre d'actions. Il va créer un ticket, il va composer un numéro d'astreinte et il va effectuer des actions automatiques correctives sur l'équipement cible et sans aucune intervention humaine. Donc attention, comme on le présente généralement, à double tranchant, quelque chose de très bien calibré, de très bien pensé peut vous faire gagner énormément de temps et optimiser la disponibilité de l'équipement, puisqu'il y en a une réactivité qui est informatique et qui ne sera plus humaine, donc ça va très très vite. À l'inverse, c'est quelque chose qui se construit, qui se réfléchit et qui ne traite que le cas général. Toutes les exceptions devront être exclues puisque dans ce cas-là, les interventions humaines seront nécessaires. Mais c'est quelque chose qui peut être très pertinent à coupler, comme ici avec des outils d'orchestration ou avec tout outil qui permettrait de faire une notification un petit peu particulière en dehors des canaux de notification qu'on peut proposer avec ServiceNav ou tout simplement mettre à jour un frontal web avec d'autres informations, un intranet client, ce type de choses. Donc, il y a un intérêt dans beaucoup de cas d'usage à utiliser ce modèle d'action call URL service. Autre amélioration, l'ITSM sur les clients infogérés. Je parlais tout à l'heure de la possibilité de gérer des étiquettes au niveau du client infogéré. On amène également une autre possibilité, toujours pour notre public MSP qui va gérer un certain nombre de clients et qui des fois va avoir une contrainte qui est de travailler dans l'ITSM, donc dans l'outil de ticketing spécifique à ce client, parce que l'outil est en place pour plein de raisons très valables. Le partenaire n'aura pas forcément la possibilité de centraliser le ticketing dans son outil dédié. Ce qui peut amener à beaucoup de saisies manuelles. En cas d'incident, on n'aura pas la possibilité, jusqu'à maintenant, on n'avait pas la possibilité de créer un ticket pour le client A dans le système de ticketing du client A et pour le client B dans le système de ticketing du client B. Jusqu'à maintenant, pardon, c'était pas possible. On avait uniquement la possibilité de lier au niveau du partenaire, donc au niveau racine, un système ITSM qui était le vôtre et tous les tickets se déversaient dedans ou ne se déversaient nulle part. Donc ça évolue. On a la possibilité maintenant, au niveau d'un client infogéré, de déclarer un outil ITSM propre à ce client. Donc là, c'est tout l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir directement aller créer les tickets dans l'ITSM du client et éviter la saisie manuelle, les oublis. Donc là, on est vraiment aussi dans le gain de temps sur l'exploitation, dans l'automatisation du traitement d'alerte au maximum. Donc là, il reste un clic à faire et éventuellement un commentaire complémentaire pour créer le ticket. Mais on n'a plus tout ce travail à faire dans l'ITSM, on n'a plus besoin d'envoyer des mails. Donc il y a un gain, je suis convaincu que certains y verront un gain immédiat en termes de temps de traitement pour les créations de tickets dans les ITSM tiers. Quelques mots également sur le recensement. Donc le recensement qui permet de scanner une liste ou une plage d'adresses IP et de remonter des éléments
pour les mettre en supervision. Donc, ça peut être très utile en début de projet et c'est très utile également au cours de la vie de votre outil de supervision et de la vie de vos clients, puisque quand vous allez rajouter, intégrer des nouveaux parcs ou rajouter des nouveaux éléments chez un client, le recensement sera vraiment la porte d'entrée privilégiée. Ce recensement, jusqu'à présent, dans le cadre de sa découverte, notamment de services, de partitions disques, etc., s'appuyait par défaut sur SNMP V2. On offre la possibilité maintenant, d'une part, on a enrichi les modèles SNMP V2 et on a également donné la possibilité, dans le cas où le recensement se fait avec un compte SNMP V3, d'instancier par défaut des modèles de service qui font s'appuyer sur SNMP V3 sans action humaine. Donc là, c'est pareil, sur de la gestion de volumétrie, il y a un gain certain puisqu'on n'a plus besoin de passer à la main sur les éléments qu'on vient de recenser pour leur affecter le bon modèle d'équipement afin d'avoir les bons modèles de service dessus. C'est en grande partie quelque chose qui va se faire dès le recensement. Donc, tout ce qui est partition, interface réseau va être directement détecté et appliqué avec des modèles de service SNMP V3. Donc là, on gagne énormément de temps également. Une petite parenthèse qui a l'air de rien, mais qui peut être intéressante aussi de temps en temps, parce il peut arriver qu'on oublie son mot de passe ou qu'on souhaite le modifier. Initialement, il était nécessaire de cliquer sur un lien en page de login qui s'appelait mot de passe oublié, quand on avait oublié son mot de passe ou qu'on voulait tout simplement le réinitialiser, qui envoyait un mail, etc. Bon, ça pouvait être un petit peu fastidieux. On a mis à présent dans l'outil directement, en cliquant sur la petite icône utilisateur en haut à droite, on accède à la zone de préférence qui permettait jusqu'à présent de configurer la page par défaut, donc l'onglet sur lequel on arrive par défaut en se connectant. On a rajouté un bloc qui permet de modifier directement son mot de passe, qu'on a couplé avec le bouton que vous connaissez déjà en création d'utilisateur qui s'appelle générer un mot de passe et qui permet du coup de vous générer un mot de passe sécurisé et conforme aux règles de sécurité qu'on pousse au niveau de l'application. Quelques mots sur les modèles de service. Donc, comme dans chaque version, on ajoute régulièrement, on enrichit notre catalogue de modèles de service. Donc, sur ces versions, on a mis à disposition des modèles autour de NetApp, d'HP Aruba sur les statuts des points d'accès. On a également mis à disposition un modèle de service pour le PowerShell, sur lequel je m'attarde un tout petit peu, le MSWin PS Command, qui est pour le coup assez large en termes d'usage. On pourrait même parler de plugin générique ici, puisqu'il est capable d'exécuter un script PowerShell et de récupérer son résultat. Donc, on est ici sur un nombre de cas d'usage assez important en fonction de ce que va récupérer comme information le script PowerShell. On va être capable d'afficher directement son résultat. On a également un point de contrôle SolarWinds sur le statut des jobs de backup, 2 points de contrôle Unity, EMC Unity et du Oracle SBC. Et je termine par le LinRAM qui a été porté en SNMP V3 jusqu'à maintenant, qui était par défaut sur SNMP V2 et qui a été porté en SNMP V3 donc pour superviser de la RAM sur un OS Linux. Comme toujours, ces plugins sont présents dans notre catalogue pour le mode box, pour le mode agent. Les plugins dont je vous ai parlé aujourd'hui sont en mode box. Directement sur notre site, donc vous retrouvez les catalogues. Et je voulais garder ce mot de la fin pour vous parler de la communauté ServiceNav. Certains d'entre vous sont déjà présents. Pour les autres, je vous invite à la rejoindre. C'est une communauté que j'ai mise en place sur LinkedIn. Les objectifs sont multiples. Déjà, c'est de partager avec vous les actualités sur le produit qui ne nécessitent pas ou justifient pas forcément un emailing. Des exclusivités aussi sur les développements en cours, sur qu'est-ce qui se passe au niveau de notre équipe R&D, les idées qu'ils peuvent avoir, les questions qu'on se pose au niveau produit, avoir votre avis à chaud sur des refontes d'interface. Voilà, partagez beaucoup plus déjà dans le sens équipe produit ServiceNav client, mais également avoir plus de remontée d'informations des clients vers l'équipe produit de manière à vraiment adapter encore mieux le produit à vos attentes. Donc, sur ce groupe, l'animation est réalisée par mes soins en grande partie. Il y a la quasi-totalité de l'équipe produit et de l'équipe de développement qui est présente également sur le groupe. C'est vraiment un espace d'échange intéressant. Donc, je vous encourage à le rejoindre. Il y a des actualités 1 à 2 par semaine minimum. Vous avez le lien sur cette slide. Vous pouvez également me contacter ou m'ajouter directement sur LinkedIn, Florian Mathès. Il me fera un plaisir de vous inviter sur le groupe.